G'day, ici Nico Wild pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle série qui servira notamment à meubler entre deux épisodes de Paléo. Celle-ci sera nommée Casually Explained, que l'on peut traduire par globalement expliqué ou en gros. Dans cette série, je vais me pencher sur un peu de tout, mais majoritairement dans le domaine de la science, pour vous faire découvrir des trucs que vous ne connaissez pas forcément. Et pour commencer, je vais me pencher sur un sujet d'écologie. Avec le nouveau quinquennat qui commence, la question des énergies plus propres va avoir de l'importance. En fait, non. Et si certains veulent sortir de l'énergie nucléaire pour diverses raisons, au profit d'éoliennes notamment, qui, soyons honnêtes, ne marchent pas des masses en France, ou le développement de l'énergie à l'hydrogène, qui en est encore à son état théorique, je pense qu'on n'en a pas fini avec le nucléaire, mais il doit tout de même subir une petite réforme grâce à un nouvel élément, le thorium. Sujet de vidéo que tu as bien évidemment piqué à Sam Onella, bien sûr. Wait a minute. Oui, Raymond est doublé maintenant, et oui, j'ai piqué l'idée à Sam. Mais là où il a relativement effleuré le sujet, je vais essayer, et notez bien, essayer d'approfondir. Allez, c'est parti. Alors, commençons par la grosse base. Comment que ça marche une centrale nucléaire? Basiquement, une centrale nucléaire exploite des atomes radioactifs pour qu'ils implosent et créent une réaction en chaîne par jet de neutrons. C'est la fission nucléaire. C'est cette réaction en chaîne qui libère une quantité phénoménale d'énergie qui sera ensuite réutilisée pour faire de l'électricité. Elle produit également de la chaleur, beaucoup de chaleur, ce qui nécessite une bonne quantité d'eau pour refroidir la cuve. Cette vapeur d'eau va ensuite passer dans une turbine et la faire tourner, ce qui, encore une fois, nous fournit l'électricité. Et pas qu'un peu. En France, nous consommons 473 TWh d'électricité par an, avec une tendance à la baisse. Les autres moyens de production, majoritairement des énergies renouvelables, mais également le gaz, en produisent 28%. Le reste, c'est du nucléaire, soit 72%, qui revient à 340 TWh, répartis sur 19 centrales en France, comme Cattenom dans ma région. En moyenne, une seule centrale produit 500 000 MWh d'électricité. Nous sommes le deuxième plus grand producteur d'énergie nucléaire, derrière les States évidemment. Tout ce progrès grâce à un atome, l'uranium. Numéro 92 sur le tableau de Mendeleïev, l'uranium est l'atome naturel le plus lourd, avec 238 nucléons. Il est radioactif, c'est pourquoi il est utilisé dans les centrales nucléaires sous son isotope 235, minoritaire par rapport à sa version 238. 48e élément le plus présent sur Terre. C'est pas beaucoup. Ouais, mais ça va en vrai. Ce sont les Kazakhs, les Canadiens et bien sûr les Australiens qui en sont les principaux producteurs. Les petits malins ont vite compris que si on le trouve dans la Terre, un jour, il n'y en aura plus. Et que ça fait donc de l'uranium une énergie fossile. Et c'est vrai. Mais bon, les stocks sont pas épuisés tout de suite, et contrairement aux énergies fossiles comme le pétrole ou le charbon, l'uranium a l'avantage de ne rejeter qu'une seule chose dans l'atmosphère, de la vapeur d'eau, bien moins dangereuse pour la planète que le CO2 ou le méthane. L'uranium est certes plus propre pour le réchauffement climatique, mais le problème est à chercher du côté des déchets. Quand il a fini de réagir, l'uranium produit des déchets inutilisables qu'on enterre pour l'instant en Belgique et qui seront dégradés des milliers d'années plus tard, quand nos amis outre-Atlantique ne font pas des balles de flingue avec. Et vous n'êtes pas sans connaître les dangers de l'uranium. Déjà par les petits feux d'artifice capables d'exterminer l'humanité. Ouais, ceux-là là. Mais également les accidents nucléaires, si on ne fait pas gaffe. C'est l'argument principal des écolos pro-éoliens. Mais quand tu regardes, il y a eu genre 3 accidents de centrales majeures. Le premier, dont personne ne se souvient, à 3 Mile Island, où le cœur a trop chauffé et a commencé à faire fondre le sol et la croûte terrestre et de creuser un trou. Le deuxième, bien plus connu et bien plus proche, à Tchernobyl, où un blême de refroidissement qui a transformé le coin en réserve naturelle improvisée et où les Russes reprennent des coups de radiation après avoir creusé là où il fallait pas. Et le dernier, en 2008, au Japon, après le tsunami qui a causé l'explosion de la centrale de Fukushima, réveillant Godzilla. Un petit peu. Donc le tout, c'est de limiter ces accidents et l'impact écologique et économique tout en conservant la grande capacité de production énergétique. Entre en jeu le thorium.
Numéro 90 sur le tableau, soit un atome à côté de l'uranium, le thorium fait partie de la même famille que lui, mais est juste tellement mieux que lui. Certains réacteurs l'utilisent déjà, mais je pense qu'il faudrait généraliser ça, et je vais vous expliquer pourquoi, et, comme Samuel, on va faire dans l'ordre, de l'extraction à la fin de vie. Commençons par le commencement. Trouver l'élément. Comme je vous l'ai dit, l'uranium est 48e plus abondant. On retrouve 4 fois plus de thorium que d'uranium. Il est à peu près aussi commun que le plomb. Vous, là, derrière votre écran, le sol sur lequel vous marchez contient du thorium, mais pas forcément d'uranium. 12 parties par million, soit 12 grammes par tonne de sol, contre 2,7 grammes par tonne pour l'uranium, et seulement très profond. Il est d'ailleurs contenu dans plus de roches que l'uranium, notamment la thorite, la thorianite et surtout la monazite. Des grands gisements de cet élément se trouvent en France, en Inde, aux Amériques, en Afrique et en Australie. Ne t'inquiète pas Scott, tu vas pouvoir rebondir. Donc du thorium, on en a plein, reste à l'extraire. Avec les moyens actuels, la majorité de l'uranium est inexploitable et le reste très compliqué à sortir de terre. Voyez-vous, l'uranium étant naturellement radioactif, le déranger dans sa sieste millénaire va produire des poussières de radon et surtout une forte irradiation, qui peut causer des incidents mineurs comme des cancers et des morts. Pour pallier à ce petit problème de létalité, les mineurs arrosent et ventilent les minerais, ce qui a un coût. Le thorium par contre n'est pas naturellement radioactif, donc on peut extraire la monazite assez facilement. Et il ne faut pas l'enrichir non plus. Voyez-vous, l'uranium utilisé est un isotope minoritaire, l'uranium 235, qui lui est utile, contrairement à l'uranium 238. Il faut donc l'enrichir pour le faire passer de son état isotopique utile, ce qui, une fois encore, demande du matos et des thunes. Le thorium n'en a pas besoin, ce qui finalement compense le processus d'obtention. Enfin je crois, il me semble l'obtenir est plus simple que l'uranium, mais j'en ai rien trouvé, et compte tenu de la faible teneur en uranium dans les minerais le contenant, ça doit être encore plus compliqué d'en obtenir. Bien, passons maintenant à la production d'énergie. Si les deux éléments sont très proches, ils ont tout de même une différence capitale. L'uranium est un élément difficile, tandis que le thorium est fertile. Cela signifie que l'uranium 235 fait les réactions tout seul et n'a besoin de rien pour réagir, si ce n'est de lui-même. Le thorium, comme l'uranium 238, est fertile. Il a besoin d'un coup de main, d'un autre atome, généralement du plutonium, autre élément commun des centrales. Quand le thorium capte un des neutrons du plutonium, il devient de l'uranium 233, un autre isotope fissile de l'uranium. Mais Monsieur Wilde, c'est nul du coup. Ah non, pas du tout, c'est beaucoup plus safe. Voici un schéma de centrale au thorium. Dans la cuve principale, le thorium en solution aqueuse, juste à côté le plutonium. Quand la situation dérape, un bouchon fond et fait couler le thorium dans une deuxième cuve de sécurité, juste en dessous de la première. Quelque temps que les atomes d'uranium produits fassent leur réaction, et félicitations, vous avez évité Tchernobyl épisode 2. Jeter. Bon, c'est bien, les gens meurent moins, certes, mais je suppose que le thorium est tout de même moins efficace que notre bon vieil uranium. Eh bien non. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais le Conseil européen pour la recherche nucléaire. Ou CERN pour faire short. Donc des gars assez street cred dans le milieu. Nos amis estiment donc que la production de 1 gigawatt en continu d'énergie pendant un an demanderait 1 tonne de thorium. C'est beaucoup, certes, mais compte tenu de son abondance, ça devrait aller. Et surtout quand on sait que le même rendement est obtenu avec 200 tonnes d'uranium via la méthode de production habituelle, c'est sûr que c'est pas la même chose. Et il ne faut pas oublier que ces deux modes de production ont un impact quasi nul sur le réchauffement climatique. Si on prend le charbon, combustible très populaire pour l'énergie, c'est 3,5 millions de tonnes de charbon qu'il faudrait brûler pour 1 gigawatt par an. Ce qui, en plus d'être un processus super lent, pollue à mort. Quant à l'éolien, c'est 16 gigawatts de capacité en France. Le Dromstor, bref, l'EDF danois, estime qu'en moyenne, une éolienne produit 0,5 gigawatts par heure en un an. Grosso modo, 4380 gigawatts. Ah bah tu vois que c'est mieux l'éolien. Ça, c'est l'optimal, quand il y a un vent continu, fort et qui touche parfaitement la pale de l'éolienne. En 2019, les Hauts-de-France, plus gros producteur éolien en France, ont un rendement de 8949 gigawatts. Et ce, avec plusieurs centaines d'éoliennes, et non pas une seule. Comme je l'ai dit, l'éolien dépend énormément du vent, et s'il n'y en a pas,
En plus, les vents en France sont pas trop présents, ça souffle pas des masses, contrairement à nos voisins de l'autre côté de la Manche, plus particulièrement dans les Highlands écossais, où la production d'énergie est telle que 100% de sa consommation d'énergie est éolienne et peut même alimenter 2 Écosses en même temps. Je m'égare. L'éolien est également un complément du gaz. Gaz utilisé pour produire l'énergie que l'éolienne ne produit pas quand il n'y a pas de vent. Ironique. Qui en ce moment se raréfie, et l'éolienne est aussi relativement nocive pour l'environnement, et oui, car peu recyclable, et dans sa production. Sans oublier qu'il faut les réparer, notamment les pales qui sont chauds à produire et moyennement recyclables. Quand l'énergie c'est fini, il faut évacuer les déchets. Comme dit précédemment, le thorium n'a pas besoin d'être enrichi, contrairement à l'uranium, et produit, par conséquent, vachement moins de déchets, environ 100 fois moins. En France, c'est 12 à 15 000 mètres cubes par an de déchets que l'uranium produit. Ce qui nous amène donc à 1500 mètres cubes. C'est honorable. Et le CERN a théorisé que le thorium pourrait recycler les déchets nucléaires. Bien qu'assez bancal finalement. Mixer les déchets nucléaires d'uranium avec du thorium peut recréer du combustible. Après tout, devinez ce que produisent les déchets d'uranium? Du plutonium, qui est l'élément dont le thorium a besoin pour fonctionner. C'est déjà mieux que de les enterrer pour radioactiver la Terre, même s'il n'y a pas l'effet secondaire en cas d'invasion. Et en parlant de faire du mal à des êtres humains, vous vous rappelez de mon histoire de feu d'artifice? Ouais, ça. Eh bien, ne pouvant réagir sans plutonium, il est très compliqué de faire une arme nucléaire au thorium. C'est le plutonium qu'il faudra armer. Pas simple, donc plus safe, encore une fois. Pour conclure cette vidéo, je dirais que l'avenir est dans le thorium plutôt que dans le vent ou l'hydrogène. Abondant dans le sol, plus simple à extraire et à exploiter, bien plus propre et sécurisé que l'uranium et avec un meilleur rendement et moins de déchets, avec en plus la possibilité d'éliminer ceux déjà existants. Donc considérez ça, messieurs et mesdames les hauts placés. Au lieu d'installer des éoliennes offshore dans un pays où le vent ne souffle que trop peu au risque de détruire une faune aquatique déjà fragile, recycler les centrales nucléaires en centrales au thorium, ce serait quand même mieux. Anyway, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo un peu plus courte que j'avais espéré, sur un sujet assez peu abordé en France, du moins, mais plein de potentiel, et j'espère qu'elle vous aura plu. Manifestez-vous dans les commentaires pour m'expliquer des trucs ou me faire part de votre avis sur la question. Les sources sont dans la description et on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez sauvages. Oh, et j'ai une outro maintenant.